ce qui concerne l'amour intelligent, quand j'ai vu ce titre, je me suis souvenu un peu comme ceux qui ont exploré un peu la Bible, euh, de ces paroles de cette personne qui avait demandé à Dieu qui devait l'exaucer ce qu'elle voulait et qui lui avait répondu « Je voudrais avoir un cœur intelligent ». Il me semble que c'était Salomon, je crois. Mhm. C'est Salomon. Et il a été exaucé, il a eu un cœur intelligent, et comme Dieu lui a dit dans sa promesse, puisque tu n'as pas demandé quelque chose pour toi d'égoïque, et que tu as demandé un cœur intelligent, non seulement tu vas avoir un cœur intelligent, mais tu auras tout en plus de surcroît. Et dans ce tout, il était compris 1 millier de femmes, de maîtresses, de concubines et de princesses, nous dit la Bible. Je ne sais pas s'il est demeuré sage jusqu'à la fin des jours, puisque cet amour intelligent, si l'on a compris la Bible, il s'agit de la sagesse. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, plus de 2000 ans après, est-ce que la définition de l'amour intelligent, c'est encore de la sagesse? Non. Du moins pas comme on l'entend au niveau de l'homme ancien, de la femme ancienne. Sagesse qui veut dire avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir expliquer les choses de la vie. C'est-à-dire que si pour être sage, l'on doit être vieux, ce n'est plus ça. Mais si on peut se permettre d'avoir 12 ans et être sage, alors là, oui, c'est de l'intelligence. Le cœur intelligent, c'est une forme d'intelligence permise chez l'homme, chez la femme. Et ce cœur intelligent peut aussi être ce qui va transparaître au niveau expressif chez l'être nouveau. Mais je répète encore que le terme sagesse, s'il est associé à l'âge, à l'accumulation d'expérience, au vieillard, non. Le temps où seul le vieillard était sage est fini, totalement périmé. Et c'est un choc assez drastique chez l'être ancien, chez le parent surtout, d'avoir comme instructeur souvent ses propres enfants. Alors si l'on garde cristallisé dans notre conscience psychologique que l'on doit être vieux pour être sage, on force donc l'enfant à se la fermer et à attendre qu'il soit, entre guillemets, mature pour pouvoir nous enseigner des choses. Salomon, c'était le Salomon d'avoir 1 millier de femmes. Il était sage, mais pas d'une sagesse tout à fait égale à celle de l'être nouveau. Parce que l'on sait aussi que certains personnages relativement mystérieux et relativement importants du temps de Salomon ont aidé Salomon. Et ces personnages avaient soit de l'intelligence au niveau supramental, soit un corps égoïque suffisamment développé pour faire les antipodes de ce Salomon qui lui avait résumé chez lui et l'intelligence et la faculté astralisée d'aimer par la psychologie. Donc l'intelligence que tu nous parles, ce n'est pas une intelligence qui provient d'une accumulation d'expérience dans le temps, ce n'est pas ça. Exactement. 2 formes d'expérience créent la sagesse au niveau de l'être ancien. Premièrement, l'expérience de la vie, accumulée au cours de 45, 60, 70, 80 années, et aussi l'expérience qui est construite sur le sommet de la vie des autres, c'est-à-dire l'instruction, donne une certaine forme de sagesse apparente chez l'être ancien. L'amour intelligent ne peut pas être vécu par celui qui cumule de l'expérience, et cela est important. Celui qui a la faculté d'avoir accès à un savoir instantané, donc celui qui n'a pas besoin d'expérience et d'accumuler de l'instruction pour résoudre des problèmes, celui-là a l'avantage de pouvoir aimer aussi, mais d'une façon intelligente. L'amour chez l'homme, chez l'être ancien, chez la femme ancienne, elle est reliée au mécanisme de la pensée. Et c'est pourquoi cet amour est une illusion, est une représentation de l'ombre de l'amour intelligent. L'amour relié à la pensée ne peut faire autrement que d'être sélectif. Et lorsque l'homme, lorsque la femme exprime un amour sélectif, c'est que l'amour même qu'elle exprime est un amour qui a la faculté d'aimer. Et c'est là l'ennui. Lorsqu'un être pense, et pensant observe, et observant sa pensée et pensant sur ce qu'il observe, dit « j'aime ceci »,
Il accrédite le fait déjà que d'autres choses peuvent ne pas être aimées de lui-même. Parce que celui qui aime d'un amour intelligent, d'un amour non sélectif, ne peut pas dire j'aime ceci. Il peut dire j'aime. Mais le fait de dire j'aime devient tout à fait inutile chez celui qui a de l'amour intelligent. Donc, il n'a plus besoin de parler d'amour. Il faut bien comprendre que ce qui manque à l'homme, l'homme le crée. Et lorsque l'homme n'arrive pas à connaître d'une façon globale ce qui lui manque, il va l'inventer totalement par l'imagination. Et lorsque l'homme aura imaginé quelque chose qui tentera de le sécuriser, quelque chose qui apparemment explique pour l'instant suffisamment, l'homme va cristalliser, l'homme va énergiser ce mécanisme pour en faire une foi, pour en faire un concept auquel il refusera de ne plus croire. Alors l'homme se crée un monde d'illusions, limité par sa faculté de penser. Étant donné que ce monde d'illusions est limité par sa faculté de penser et que la pensée est reliée au mécanisme d'apprentissage, au mécanisme d'expérience, donc au mécanisme des mémoires, plus celui qui aura vécu aura de mémoire, plus il aura la faculté de penser, donc plus il aura apparemment la faculté d'être sage. Lorsque l'humain, avant d'être planétarisé, avant d'être corporifié, lorsque l'être, avant d'avoir un corps physique, lorsque l'être, avant de devenir terrien, avant de tenter une expérience, avant de servir apparemment de cobaye à son propre esprit, donc lorsque l'être, avant d'être fait humain, avait la faculté d'avoir une conscience universelle, une conscience qui ne connaissait ni de début, ni de fin, pour la simple raison qu'elle était instantanée. Lorsque l'être avait la faculté d'avoir une conscience globale, sans limite, et sans foyer central, il avait la faculté d'aimer d'une façon intelligente, c'est-à-dire d'aimer. Lorsque l'être a été placé dans un corps humain, c'est-à-dire lorsque l'être a été terrestrifié, lorsque l'humanité a vu le jour, la conscience de chaque être humain a dû être limitée à un foyer, à un ego, à un centre chez l'homme, à un centre chez la femme, à un centre qui a été exprimé dans la psychologie par le mot « je », par le mot « moi », par le mot « soi ». Lorsque l'homme terrestre, lorsque la femme terrestre a un foyer, un centre d'identification, un ego, un âme, lorsqu'elle peut dire « je pense », lorsqu'elle peut dire « j'ai mal », lorsqu'elle a une conscience localisée, elle ne peut pas se retirer des mécanismes qui régissent l'expression de l'amour. Mais elle n'a plus la faculté de connaître l'amour universel, donc de connaître l'amour intelligent. Étant donné que sa conscience est focalisée chez elle, elle devra être régie par cette faculté de focaliser et elle devra se soumettre à un amour humain. À un amour humain, donc à un amour qui va connaître un foyer de focalisation. À un amour qui va connaître la peur de ne plus être focalisé. À un amour qui va servir l'ego. À un amour qui va servir le je, le moi et le soi. À un amour qui va servir chaque être humain sans que celui-ci n'ait la faculté de prendre conscience que l'amour qu'il va vivre, rechercher, donner et exprimer n'est en réalité que l'imitation manquée de quelque chose que l'être humain sait, mais qu'il n'arrive plus à connaître. Alors l'amour focalisé dans un ego, l'amour psychologique, l'amour de l'être ancien, l'amour humain, va essayer tant bien que mal, dans un concept moral, philosophique, religieux, d'instaurer les lois de l'amour intelligent sans jamais arriver à pouvoir les vivre. Alors l'homme va s'enseigner à lui-même qu'il doit aimer.
qu'il doit aimer comme il s'aime, qu'il doit aimer même ses ennemis. Cela veut dire que l'homme s'enseigne à lui-même qu'il devrait aimer sans aimer. Mais l'homme qui pense, et l'homme qui pense l'amour, et l'homme qui pense comment aimer, et l'homme qui pense ai-je assez aimé, et l'homme qui pense j'ai besoin d'amour, et l'homme qui pense l'amour rend cet amour sélectif. Alors lorsque l'être humain, aime un nuage, il aime le nuage pour lui. Lorsque l'être humain aime un écureuil, il aime l'écureuil pour lui. Il peut l'empailler pour l'aimer, plus souvent. Il peut le photographier et aimer l'écureuil sur une photo. Parce qu'en fin de compte, l'homme n'aime pas l'écureuil. Il aime ce que l'écureuil suscite dans sa mémoire, dans son expérience. Il aime ce qui se passe chez lui lorsqu'il observe l'extérieur. Selon l'expérience de chaque être humain, certaines choses observées vont créer des mécanismes perturbateurs à l'intérieur de lui. Perturbateurs donc, sélectionnés par la pensée, l'homme ne va pas les aimer. Alors l'homme continue son expression d'un amour focalisé, d'un amour dit égoïste, et qui se doit d'être totalement égoïste si l'homme veut poursuivre sa vie sans avoir la faculté de comprendre pourquoi il vit. Lorsque la femme observe une fleur, il peut l'accueillir, la mettre dans un pot et l'aimer. Lorsque la fleur est fanée, il la jette et il en cueille d'autres. Lorsque l'homme est capable de compenser la vision de la nature par la vision d'une peinture, par la vision d'une sculpture, par la vision de son téléviseur, par la vision d'une photo, alors l'homme n'aime pas l'extérieur. D'ailleurs, l'être humain déteste l'extérieur, parce que l'extérieur amène toujours des problèmes chez l'être humain, parce que l'extérieur n'est pas prévisible, contrôlable totalement par l'être humain. Alors l'être humain dans l'extérieur essaie de sélectionner par sa pensée ce qu'il va aimer et ce qu'il n'aimera pas. Dans ce qu'il va aimer, il va conserver des souvenirs. C'est normal, parce que la pensée qui exprime l'amour et qui sélectionne a besoin d'expérience pour pouvoir aimer. Et c'est un autre handicap de l'évolution de l'amour humain. Il doit être développé. Même si l'être se le cache, il enseigne à aimer. Parce que fondamentalement, chez l'être humain, l'amour, tel qu'on le connaît et tel qu'on l'enseigne, n'est pas quelque chose de naturel. Ça ne se développe pas seul. Il y a un amour naturel chez l'être humain. Le même amour qui va animer deux animaux. Le même amour qui va animer deux plantes. Le même amour qui va animer le lion et la gazelle. Le même amour qui va animer le mouton et l'herbe. Mais lorsque l'être humain ayant une possibilité de conscience focalisée prend conscience qu'il est, prend conscience qu'il existe, alors va se développer chez lui ce mécanisme d'attraction, d'attirance vers lui, que l'on appelle l'amour humain. Et lorsque cet amour humain est enseigné, parce qu'on doit l'enseigner, parce que l'homme, la femme, l'enfant ne sont pas hypocrites et ne sont pas égoïstes à la naissance. Ils ont cette faculté d'exprimer l'amour écologique, c'est-à-dire l'amour intelligent. Au fur et à mesure de l'évolution de l'être humain sur le concept matériel planétaire, il va accumuler dans son expérience la faculté d'aimer et la faculté d'aimer ce qu'il n'aime pas
à un point tel qu'il va baptiser cette énergie d'amour la haine. Alors l'homme, la femme dit, j'aime ceci, j'haïs ceci. J'aime cela, je déteste cela. Il faut bien comprendre que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui peut être pensé. Vous n'avez pas la faculté authentique et réelle de déterminer ce que vous allez aimer. Mais la conscience psychologique de l'homme, régie par son concept de pensée, se croit suffisamment maître pour déterminer ce qu'il va aimer et déterminer ce qu'il n'aimera pas. La faculté qu'a l'homme d'aimer et de ne pas aimer fait qu'il exprime continuellement l'illusion même de cet amour humain qui essaie d'être la réplique le plus exacte possible de l'amour intelligent. Inconsciemment par la parole, parce que la parole, c'est ce qui instruit l'homme. Mais hélas, l'homme a perdu le sens de la parole pour capter celui de la répétition. Alors l'homme répète ce que les autres disent, mais l'homme ne parle plus. Lorsque l'homme parlait, il disait ceci, « Je l'aime, j'y suis attaché. Je ne peux plus me passer de ceci ou de cela ou d'elle ou de lui. Qu'est-ce que serait ma vie sans lui ou sans elle? » Exprimant la réalité par sa parole, mais n'ayant pas la faculté de comprendre ce qu'il dit. L'être humain s'illusionne toujours d'un amour humain, total, parfait, qui ne fera plus souffrir, alors que cet amour n'est pas du ressort de l'humain, mais cet amour est du ressort du surhumain, de l'être nouveau. Lorsqu'un être ancien, lorsqu'un être humain aime quelqu'un, il l'aime au point que son amour peut n'importe quand se muter en haine. Il peut tuer celui qu'il aime ou celle qu'il aime. Il peut l'haïr au point de lui faire des problèmes et des menaces. C'est un amour haineux, un amour sélectif. Alors l'homme qui est exprimé au niveau visuel et énergétique par un corps physique donneur, par un corps vital receveur, par un corps astral psychologique donneur, par un corps mental receveur et par un corps supramental en croissance donneur, rencontre la femme qui, par ajustement d'amour intelligent, se voit être l'antipode dans l'expression et non pas dans l'authenticité. Alors la femme, elle est physiquement receveur et elle reçoit le corps de l'homme. Elle est vitalement donneur et elle donne la vie tout en réénergisant l'homme. Elle est psychologiquement receveur. Alors elle a donc besoin de l'émotion, de l'amour, de l'affection émis par le corps astral de l'homme. Elle est mentalement donneur. Alors elle va créer l'incommensurable sommet des désirs au niveau de la planète et de ce fait, elle va forcer l'homme qui a un corps mental receveur à créer la matière pour assouvir les désirs pensés par la femme. Cet amour, il est écologique. Seulement laissé dans les mains de l'amour humain, la race ne pourrait même pas s'étendre. Alors l'homme qui a besoin d'énergie vitale, plus connu sous le nom d'énergie sexuelle, a donc besoin de l'énergie vitale de la femme, tandis que la femme qui est receveuse au niveau psychologique, au niveau astral, a besoin de l'énergie émotive de l'homme. Tout cela s'imbrique comme un casse-tête, physiquement, vitalement, astralement, mentalement. Sauf que l'homme expérimente, sauf que la femme expérimente. Donc l'être accumule de l'expérience parce qu'il a une conscience localisée, une conscience focalisée chez lui, parce qu'il a un ego. Accumulant de l'expérience, ce qu'il aime, il veut pouvoir continuer à l'aimer.
Et ce qu'il a décidé de ne pas aimer, par comparaison, par peur, par crainte, il va décider de poursuivre dans ce chemin et de ne pas aimer. Alors l'homme qui décide de poursuivre ce qu'il aime, décide maintenant de posséder ce que lui appelle ce qu'il aime. Alors l'homme qui décide de poursuivre, la femme qui décide de poursuivre dans le temps, l'illusion de l'amour humain s'attache. Alors ils deviennent possessifs l'un l'autre et ils deviennent possédés l'un de l'autre. Lorsqu'on a des enfants, ces enfants finissent par faire partie du cadre expérientiel de la vie d'un ego. C'est-à-dire qu'ils font partie du connu de l'humain. Faisant partie du connu de l'humain, ils font partie du cadre de sécurité de la psychologie de l'homme et de la femme. La sécurité est la garantie propre, sans limite, que l'être humain va rester ce qu'il est. C'est ça, la sécurité. Lorsque l'homme, lorsque la femme ont la sécurité, ils ne changent plus. La sécurité est la faculté qu'a l'ego de croire qu'il va rester tel qu'il est. Parce que la souffrance est une lutte qu'oppose l'ego à la transformation. Lorsqu'une personne meurt dans notre famille, on refuse. Alors il y a souffrance psychologique parce que la mémoire psychologique refuse de changer et d'enregistrer maintenant le fait que la personne est morte. La mémoire expérientielle refuse. Elle poursuit son enregistrement du fait que la personne est vivante, alors qu'elle n'est plus. Alors il y a souffrance, il y a lutte, il y a déchirure. Lorsque l'homme, lorsque la femme ont expérimenté l'enfant dans leur cadre psychologique, même s'ils se chicanent avec, cette chicane fait partie du savoir, de ce qui est su de l'ego, donc de ce qui est sécure. Lorsque l'enfant veut s'en aller, les parents l'aiment. L'amour est une loi d'attraction. Donc les parents l'attirent avec leurs mains, avec leurs paroles, avec des menaces, avec du chantage. On aime l'enfant et l'enfant doit rester. Alors l'enfant apprend à s'aimer jusqu'à un point où il va partir. Où il va partir en essayant de couper tous les mécanismes d'attraction familiale. Alors il va essayer de partir en coupant, ce qui permet aux parents d'aimer. Alors ils partent en gueulant, en cassant, en criant. Ils partent loin. L'amour humain est un amour sélectif. Alors les professeurs ont des chouchous. Alors les patrons ont des employés qu'ils aiment plus. Alors le mâle a des femmes qu'il privilégie. Alors que la femelle a des hommes qu'il privilégie. Alors que l'homme est capable de regarder une émission de télévision ou un film. Et dans son amour humain, il voit à la télévision ou dans son film une jeune fille de 18 ans qui vient de se faire amputer d'une jambe dans un accident d'auto. Et alors l'être humain dit, pauvre elle, si belle et amputée. Parce que si elle serait laide, on pourrait se foutre royalement qu'elle soit amputée. Et là est l'amour humain. Lorsque l'on présente des enfants handicapés, on présente les plus beaux. Lorsqu'on présente des enfants qui souffrent, on essaie de présenter ceux qui ont un faciès relativement proche de l'expérience de ceux que l'on veut toucher et avec un corps souffrant. Parce que sans ces mécanismes de manipulation, l'amour humain n'est pas exprimé. L'amour humain amène celui qui aime à souffrir. Parce qu'étant donné qu'il aime d'une façon sélective et possessive, il veut aimer tout le temps. Et pour pouvoir s'assurer d'aimer tout le temps, il doit s'attacher l'autre. Il doit posséder l'autre. L'amour humain fait souffrir celui qui est aimé. Parce que celui qui est aimé entre dans un cadre où il ne devra pas faire croire à celui qui aime que celui qui est aimé ne l'aime pas. Alors il reste assujetti à une manipulation qui peut grossir sous le terme politesse, savoir-vivre, amour. Alors celui qui est aimé se doit de faire plaisir à l'autre, au nom du fait que l'autre l'aime.
Alors celui qui est aimé, si c'est l'enfant, ne doit pas être naturel, mais doit essayer de copier ses parents parce que ses parents l'aiment. Ne doit pas s'en aller, quitter la maison parce que ses parents l'aiment. Ne doit pas aimer un autre parce que ses parents l'aiment et n'aiment pas l'autre. Ne doit pas vouloir faire telle ou telle profession, tel ou tel métier parce que ses parents l'aiment et ses parents ne veulent pas. Ne doit pas s'habiller de telle ou telle manière parce que ses parents l'aiment. Alors celui qui est aimé doit presque mourir sous l'étau de celui qui aime. Et lorsque deux êtres humains s'aiment mutuellement, l'amour humain doit être pactifié. Parce que sinon, c'est insécurisant pour l'ego. Dans l'Antiquité, relié à l'antique religion, l'homme créait un pacte dans l'astral planétaire, dans le ciel et sur la terre. L'être humain devait se marier. L'être humain devait se posséder. L'être humain devait donner l'apparence d'une fusion. De deux êtres humains, on n'en faisait plus qu'un. À vie. Aujourd'hui, c'est plutôt à vie aux intéressés. Étant donné que l'homme et la femme vivent au-delà de 30-35 ans, un mariage à vie prend facilement tournure d'un drame à vie. Après 60 ans de vie, dont 40 ans de vie en commun, l'amour humain s'effrite. Alors l'être humain, au nom de l'amour humain, essaie de consolider celui-ci, cimentant comme il peut, par ce qu'il va appeler des compromis. Je suis moi-même, mais je vais accepter de me détruire un peu, vu que tu m'aimes. Et tu es toi-même, et tu dois aussi accepter de te détruire un peu, vu que je t'aime. Là est le compromis entre deux êtres anciens. L'être nouveau. Nouveau par le fait qu'il a une conscience nouvelle. Nouveau par le fait qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Est capable d'exprimer un amour intelligent. L'amour intelligent n'est pas un amour que l'on pense. On ne peut pas penser. Aimer intelligemment. On peut observer une mutation au niveau du plan de l'amour et observer que de plus en plus, on a une tendance à l'amour intelligent. L'enfant d'aujourd'hui, de quelques années en descendant, a souvent ce privilège d'aimer d'une façon intelligente. Alors, lorsque l'enfant vient et qu'il a 10 ans et que c'est son anniversaire de naissance, les parents s'approchent de lui remettent un cadeau. L'enfant ne dit rien, déballe le cadeau, ouvre le cadeau, prend le cadeau et se sauve. Alors les parents anciens, frustrés, agrippent l'enfant et lui ordonnent d'apprendre à aimer ses parents et d'apprendre à dire merci lorsqu'on lui donne quelque chose, exprimant par le fait même que les parents anciens sont suffisamment imbéciles qu'ils ne sont pas capables de savoir si l'enfant apprécie ou non ce qu'on lui donne. Il faut que l'enfant le dise. Mais pire, chez l'être ancien, l'enfant n'a même pas le droit d'aimer son cadeau ou de ne pas l'aimer. Il se doit de l'aimer pour faire plaisir à ceux qui l'aiment. Encore une fois, celui qui est aimé n'a pas le droit de s'aimer, n'a pas le droit d'être authentique. Il doit encore une fois se détruire. La majorité des enfants d'aujourd'hui vont prendre quelque chose. S'ils n'aiment pas ça, ils ne l'aimeront pas plus. C'est extrêmement traumatisant pour l'être ancien qui n'arrive pas à comprendre du tout de quelle façon s'exprime l'amour chez l'enfant nouveau. Tu lui donnes quelque chose, il l'aime, il disparaît, il ne te parle plus, il ne veut rien savoir du gâteau, il ne veut rien savoir des chansons, de toute la famille qui s'est réunie. Lui, il va jouer avec son cadeau. Chez l'être nouveau,
C'est tout à fait normal, souhaitable, compris. Habituellement, l'être ancien, par amour, lorsqu'il donne quelque chose, il le donne toujours pour lui. Parce qu'on se doit de lui dire merci. Parce qu'on se doit de faire comme si on l'aimait. Parce que si vous me donnez un cadeau et que je le donne instantanément à mon voisin parce que lui n'a besoin, pas moi, ça vous frustre. Alors, vu que c'est un cadeau, je dois le conserver, même s'il est totalement inutile. Parce que chez l'être ancien, malgré qu'il essaie par la parole d'exprimer que l'intention est plus importante que le geste, il vit toujours que le geste est beaucoup plus important que l'intention. L'être nouveau est un être qui grandit. C'est l'être ancien qui transitivement parvient à l'être nouveau. Sa conscience, antiquement focalisée chez lui, égoïsée, centralisée, swatisée, moitisée, jetisée. Lentement, cette conscience déborde le cadre de l'âme de l'homme et de la femme. Tandis que l'homme et la femme, tandis que l'être ancien vivent une conscience amifiée, une conscience amique, dont la périphérie va être inscrite par l'expérience et par la façon neuronique, neurologique, génétique d'arriver à penser, à coordonner l'expérience. Lorsque cette conscience éclate, l'âme chez l'être qui évolue n'éclate pas encore. Un jour, l'âme sera absorbée par l'ego. Un jour, l'âme sera supramentalisée. Dans l'Antiquité, on disait divinisée. Et on disait aussi, ma foi, seulement pour celui qui le disait, parce que personne d'autre n'avait d'oreille, que celui qui voulait être divinisé devait apprendre à mourir. Parce que s'il ne meurt pas, il ne renaîtra pas. Mais il apprenait aussi, il s'enseignait, faut croire, que c'est de son vivant que l'être parvient à se libérer. L'être doit se mettre au monde de son vivant. Lorsque l'être transitif fait éclater, perce l'enveloppe de son âme, l'enveloppe de son expérience, l'enveloppe de sa psychologie, et qu'il parvient à voir d'un autre point de vue que le sien. Mais non pas du point de vue transmis par l'oral, l'écrit, le visuel, non pas d'un point de vue transmis par un autre être humain, mais un point de vue qui lui apparaît subitement, clairement dans sa conscience, quelque chose qui peut même aller tout à fait à l'encontre de ce qu'il pensait. Alors sa conscience commence à grandir. Et au fur et à mesure que l'être transitif va croire, il va découvrir soudainement que quelque chose de plus clair, de plus puissant est réfléchi dans sa conscience, et lentement il va douter de ce qu'il croit. Doutant de ce qu'il croit, il va se rapprocher du savoir. Et plus l'être va être capable de sortir des frontières de sa conscience limitée, de sa conscience individuelle, de l'importance qu'il s'attache à son ego, plus l'être va être capable d'avoir une conscience, disons, planétaire, pour commencer. Plus il aura la faculté d'exprimer cet amour intelligent. Parce que lorsque l'être humain n'apprend pas, on ne lui explique pas, et lorsque l'être humain vibre, il y a quelque chose chez lui, quelque chose qui ne peut pas être repoussé. Quelque chose qui ne peut pas être étouffé par l'expérience, mais quelque chose qui, au contraire, tend à étouffer l'expérience. Quelque chose qui va à l'encontre souvent de ce qu'il a appris, de ce qu'il a voulu croire et de ce qu'il a cru. Mais quelque chose qui ne peut pas être étouffé par cela. Lorsque l'être finit par avoir une conscience bizarre, qui lui fait dire, ou qui lui fait surtout vibrer, qui lui fait vivre, le fait soudainement
que l'enfant du voisin a autant d'importance que le sien. Lorsque l'être vibre soudainement le fait que les enfants des autres sont aussi importants que les siens. Lorsque l'être vibre le fait que lorsqu'il rencontre un enfant sur la rue qui a de la difficulté, qui pleure, qui est perdu ou qui se fait battre, il a soudainement l'impression que c'est son enfant et que cet enfant n'a pas plus d'importance que le sien génétique. Alors lentement, sa conscience s'étend et il commence, sans le savoir, à exprimer l'amour intelligent. Lorsqu'il entre dans un salon mortuaire pour aller voir son frère, sa sœur, son père, sa mère, son fils, sa fille, son patron ou le voisin, dans un cercueil de bois, recouvert de cire, et que soudainement il vit, il vibre d'une façon particulière que lui ne pleure pas, que lui observe les autres qui pleurent et soudainement déteste presque ceux qui pleurent. Mais en même temps naît la compréhension qui manipule et qui oblige ceux qui pleurent à pleurer, effaçant par le fait même l'apparition de cette émotion de détester. Alors il ne pleure pas. Il observe ceux qui pleurent et il les comprend. Et il ne demande même pas à être compris parce que souvent lui-même ne se comprend pas. C'est-à-dire que l'ego fouillant dans son expérience n'a jamais expérimenté le fait qu'il est capable d'aimer un être mort sans regretter qu'il soit mort. Donc, à son insu, encore une fois, cet être tend à exprimer de l'amour intelligent. Il aime la vie à un point tel qu'il n'en interdit pas les règles. Alors il permet la naissance. Alors il permet la mort. Il ne souffre plus parce qu'il ne s'attache plus. Lorsqu'un jour vous allez vous approcher d'un être nouveau, il va vous laisser approcher et il va vous aimer. Et lorsque vous allez vouloir quitter cet être nouveau, il va vous laisser partir et il va vous aimer. Tandis que lorsqu'on approche d'un être ancien, s'il nous aime, il ne veut plus nous laisser partir. Il y a une différence majeure entre l'amour humain et l'amour surhumain, entre l'amour antiquement appelé de l'homme et l'amour antiquement appelé de Dieu, entre l'amour psychologique, inécologique, et entre l'amour intelligent, écologique. Lorsque vous voyez un aigle fondre sur un écureuil, vous aimez et l'aigle et l'écureuil, parce qu'il est tout à fait normal que l'aigle vive et que l'écureuil meure. Et lorsque vous voyez un écureuil prendre des glands sur un chêne, vous aimez et le chêne et l'écureuil, parce qu'il est tout à fait normal que l'écureuil tue des glands pour vivre. Et cela va parce que cela est écologique. Cela permet normalement à chaque espèce, à tout le cadre d'évolution naturelle, planétaire, de conserver son rôle et sa fonction. Aucune race, aucune espèce d'animaux sur la planète n'a jamais exterminé une autre race. Sauf une race apparemment ou biologiquement animale qui prétend avoir la faculté d'aimer et qui a exterminé, sinon des races d'humains, parce qu'intelligemment, il en a été empêché, il a exterminé des races d'animaux, parce qu'il aimait. Alors, parce que certains êtres aimaient des chapeaux pleins de plumes, on tuait des oiseaux, on tuait des quetzals, on tuait des pins, on tuait plusieurs autres sortes d'oiseaux, jusqu'à leur extermination.
Parce que des êtres aimaient des peaux, certaines formes de fourrure. Alors on tuait. Et on élevait même pour tuer, parce qu'on aimait. Je dis ceci non pas pour que l'être se culpabilise, parce que cela est tout à fait hors du contrôle de l'être ancien. Il n'a pas le choix d'aimer d'une façon égoïste. Il n'a pas le choix, même s'il s'instruit, d'aimer d'une façon altruiste. Mais sachez que chaque être humain qui ont réussi apparemment à aimer les autres d'une façon altruiste se préparaient une place au paradis. Donc, ils aimaient les autres dans l'apparence pour être récompensés après leur mort. Ce n'est pas l'apparence qui compte. Et cela n'échappe jamais aux mécanismes qui régissent l'expérience évolutive de l'homme et de la femme. Celui qui aime toute sa vie les autres au point de s'oublier a oublié de s'aimer. Il est coupable, si l'on peut dire. Et celui qui s'aime en détruisant les autres est aussi coupable. L'amour intelligent détermine le fait que l'être nouveau ou l'être transitif qui est capable d'avoir une conscience suffisamment agrandie voit l'importance de chaque élément sur la planète Terre. Alors il aime autant le maringouin, même s'il le tue, qu'il va aimer le cheval qui va le porter. Lorsqu'un corps humain est assailli de maringouins, il les tue. Et les tuant, l'être ancien les déteste. Et les tuant, l'être nouveau les aime. Le fait d'être un être nouveau permet à l'homme et à la femme d'aimer d'une façon intelligente. Et l'amour intelligent n'empêche pas la mort. Tandis que l'amour illusoire de l'homme ancien essaie à tout prix d'empêcher la mort. Alors on en vient à un point tel que par amour humain, on empêche une personne qui devrait mourir de mourir. On la fait souffrir pendant des années au nom d'un amour humain. Alors on lui fait souvent subir ce que les nazis ont fait subir à beaucoup de corps humains. Lorsque l'on observe les nazis, on dit ce sont des monstres. Et ils haïssaient. Et lorsque l'on observe nos médecins, on dit ce sont des êtres divins et ils aiment. L'amour intelligent n'empêche pas la mort. Vous vous faites attaquer. Vous avez la faculté de vous défendre. Il n'y a aucun autre moyen que de tuer votre agresseur. Vous pouvez le tuer en paix, en l'aimant. Chez l'être ancien, il va le tuer en étant culpabilisé ou en le détestant. Il ne pourra pas le tuer en l'aimant. S'il y a une seule chose dans l'univers que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Si vous aimez tout, c'est qu'il n'y a rien dans l'univers que vous n'aimez pas. Cela n'empêche pas l'homme de tuer. Cela n'empêche pas l'être humain et la femme de s'ajuster. Mais il y a une énergie différente qui fait que l'on comprend ce qui se passe. Alors on peut assister un enfant leucémique jusqu'à la fin, l'aimant jusqu'à la fin, et l'aimant à un point tel que lorsqu'il va s'en aller, il va s'en aller libre. Et dans le monde des morts, on n'aura pas besoin de l'instruire qu'il est mort et qu'il doit se détacher de ceux qui sont attachés à lui. L'être humain n'est pas capable d'accompagner quelqu'un jusqu'à la mort parce qu'il l'aime. Lorsqu'un être nouveau aime d'une façon intelligente, il est capable d'accompagner quelqu'un main dans la main jusqu'à la mort. Lorsque la mort a fait son œuvre, il lui ferme les yeux, il l'enterre et il s'occupe des vivants parce qu'il aime. Cette conférence, elle a surtout pour but d'énergiser
la faculté de chacun d'entre vous d'être réveillé, non pas d'une façon intellectuelle, non pas d'une façon émotive, mais énergétiquement, à ce qui de plus en plus va être l'apanage de l'être humain dans la société, et surtout l'apanage des enfants. Lorsque l'homme se culpabilise, c'est qu'il a un concept de l'amour, et il découvre soudainement que ce qu'il a vécu et exprimé n'est pas en accord avec le concept qu'il avait de l'amour. Alors moi, je vous dis que tous vos concepts d'amour, s'ils vous font le moindrement souffrir, ne les aimez pas. Bannissez-les, transformez-les, parce que ce sont des perceptions fautives de la réalité. Lorsqu'un arbre meurt, il pourrit. Pourrissant, il fait naître d'autres arbres. La mort, c'est souvent la vie. Chaque être humain a une importance planétaire. Chaque être humain a une raison, a une fonction. Le cadre d'évolution humain et planétaire est cependant plus important qu'un être humain. Alors, de ce fait, il est écologique qu'un meure pour en sauver deux. Et la mort, c'est la vie. Parce que chaque fois qu'une plante meurt, elle permet la vie. Parce que chaque fois qu'un grain meurt, il permet la vie. Parce que chaque fois que des êtres humains ont voulu vivre, ils ont été obligés de tuer d'une façon inécologique. Alors, je vais laisser François soit résumer, soit poser quelques questions, et lors de la deuxième partie, de toute façon, on aura la possibilité. Une chose qui est importante, c'est que si vous n'avez pas tout à fait saisi, posez des questions, ne quittez pas. Si vous croyez que je suis un fou, posez des questions, vous n'avez pas compris. Je veux simplement m'assurer que vous allez vous assurer d'ajuster ce qui a été dit. Ok, il se dégage de tout ça, à mon avis, qu'on est malade ou on souffre d'avoir trop d'âme et pas assez d'esprit. J'ai l'impression que si on s'interroge, comme ces derniers temps, depuis quelques années, c'est très en vogue, on s'interroge sur la vie après la mort. Ça, c'est une des qualités même de l'âme, de s'interroger sur la vie après la mort. Alors qu'une perception de l'esprit serait de se poser la question, y a-t-il une vie avant la mort? On devrait commencer par ça. Là, j'ai ce qu'il appelle ou ce qui ressort de ce que tu nous as dit à date. Je vois qu'il y a l'amour passionnel, l'amour qui est exclusif, qui fonctionne sur une loi de répulsion et d'attraction, qui sont des qualités d'âme et dans lequel il n'y a aucune autonomie, aucun respect de la personne, aucune liberté, aucune acceptation de l'autre, dans toutes ces qualités de l'âme. Donc, je vois que l'ego est branché sur l'âme, au lieu qu'il le soit sur l'esprit dans lequel il y aurait de la place à l'autonomie, du respect, de la liberté réelle. Qu'est-ce qui fait concrètement qu'on ne soit pas capable de se brancher sur le grand moi plutôt que sur le petit mouet? Bon. Premièrement, la réponse même fait partie du mensonge cosmique. La question que tu poses est une question hyper fondamentale, une question qui n'a pas pu être élucidée par l'être ancien, pour la simple raison que la réponse concerne l'être ancien. Il y a une raison intelligente, il y a une raison écologique, bref, il y a une raison qui fait que l'être ancien n'a pas la faculté de se rappeler d'où il vient. Comme tu l'as dit, il veut plutôt savoir où il va. Il a conscience qu'il a été créé,
C'est-à-dire, il a conscience qu'un jour, il n'était pas de cette expression et que soudainement, il est apparu dans une expression particulière, celle d'un terrien, d'un être humain. Pourquoi l'ignorance chez l'être ancien? Pourquoi ce nuage, cette illusion? Pourquoi avons-nous, pourquoi ont-ils posé la question selon votre conscience psychologique? Laisser l'être humain dans une brume suffisamment dense pour que lorsqu'il observait une lueur à travers la brume, il l'appelait soleil et inventait le fait que ce soleil était pur, authentique et merveilleux. Et ce soleil est l'ego chez l'être humain. Ne connaissant que la brume et ne connaissant que ce qui transperce la brume, il l'appelle réalité, mais l'être humain étant plus raffiné, assujetti aux intelligences qui le dirigent, il va l'appeler vérité. Pour être sûr qu'il ne teindra pas la réalité, parce qu'au fin fond de son inconscience, il sait qu'il est dans un monde d'illusions. Pourquoi l'ignorance? Pourquoi le mensonge cosmique? Pourquoi l'être humain n'a pas la faculté, l'être humain ancien, d'entrer en contact avec son esprit ou avec ce grand moi? Et pourquoi celui-ci essaie-t-il plutôt de garder le contact avec son ego, avec son moi? On peut l'aborder légèrement ce soir, mais justement, c'est la suite de cette conférence que l'on va donner la semaine prochaine, celle que tu as annoncée. Et ce ne sont pas des hasards, évidemment. Là, on orchestre les conférences de façon à ce que ça soit un suivi. Brièvement, l'être humain, souvent vous imaginez que la vie vous traite mal ou que la vie vous traite bien. Après la pluie vient le beau temps. Tous les êtres humains de la planète le savent. Et ils savent aussi, hélas, qu'après le beau temps vient la pluie. Ce mécanisme de beau temps et de pluie, dans la psychologie comme dans la vie matérielle de chaque être humain, amène celui-ci à vouloir engendrer dans une continuité psychologique le beau temps pour essayer de fuir et d'oublier le mauvais temps. Continuellement, la vie de chacun d'entre vous vous malmène, fatigué, malade, pauvre, enrichi, problèmes psychologiques, problèmes d'amour. Presque chaque fois que l'être humain règle un problème, un autre apparaît. Tout va bien dans le couple et la personne est en retard un soir. Ça inquiète. Tout va mal dans le couple et elle rentre à l'heure. Continuellement, on en règle un autre apparaît. On en règle un autre apparaît. Pour la majorité. Certains n'ont pas la faculté de conscientiser ce mécanisme de beau temps, mauvais temps de la vie. Alors, ils ont l'impression que non, tout est pareil. Mais qu'est-ce qui fait que même si cela est authentique, que soit que l'être humain n'en prenne pas conscience, soit que l'être humain en prenne conscience, ils veulent fuir cette réalité. Cela fait partie de l'intégration du mensonge cosmique. Cela fait partie du fait que l'être humain est sur la planète. Vous avez un corps physique. Vous avez un corps vital. Vous avez la vie. Vous avez un corps astral. Vous avez de l'expérience, des émotions, des désirs, de la mémoire. Vous avez un corps mental. Vous avez une faculté d'orchestrer écologiquement et logiquement vos mémoires. Certains ont un début de corps supramental. Donc, ils ont la faculté d'être reliés à ce qu'on appelait dans l'antique religion l'Esprit Saint.
ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui, pour être moins coloré, la conscience supramentale. À travers tous ces mécanismes, il y a un esprit chez chacun d'entre vous. Et on a déjà expliqué et on va réexpliquer plus tard, donc la semaine prochaine, sans doute, de quelle façon l'esprit est pluralisé dans vos corps. Mais cet esprit est là pour faire en sorte que l'homme expérimente les mécanismes pour arriver à une sécession au niveau de l'expression extensive du temps et de l'espace. Intelligemment, l'homme doit arriver à une cessation d'évolution extensive, tandis que la manipulation intelligente chez lui pour l'instant fait en sorte que celui-ci veut arriver à une sécession d'évolution extensive. La sécession est lorsque un peuple veut se retirer, tandis qu'une cessation est lorsque nous voulons arrêter quelque chose. Le mensonge cosmique qui force l'homme à vouloir une sécession, qui force l'homme à ne pas voir clairement, disparaît lorsque l'être nouveau arrive à une conscience qui n'est pas régie par les manipulations évolutives planétaires, donc lorsque l'être nouveau arrive à une conscience qui englobe au minimum la planète. Alors il arrive à se libérer de ce mensonge cosmique et de plus en plus il a la faculté d'exprimer et l'amour intelligent, et l'écologie, et l'efficacité, et automatiquement il entre en contact avec ce moi. Ce moi majeur, disons l'esprit ou l'intelligence, essaie de communiquer avec l'homme pour le manipuler, avec le corps, avec votre véhicule, avec le véhicule que l'homme est. Sauf que la mémoire expérientielle chez celui-ci, lorsqu'elle reçoit une information des énergies intelligentes de votre esprit, elle l'analyse, elle pense, et elle essaie de l'ajuster à ce qu'elle a expérimenté, refusant par là même le contact avec l'intelligence supramentale. Alors l'intelligence supramentale étant, de par son expression intelligente et écologique, ne force rien. Elle laisse celui qui veut évoluer, celui qui veut arriver à une sécession, elle laisse l'ego, le moi, expérimenter la planète Terre pour arriver à s'ouvrir à un point tel qu'un jour, il acceptera ce contact avec le moi, avec la conscience supramentale. En quoi la sexualité permet-elle à l'être humain d'évoluer? Est-ce que cela aurait pu être autrement? Bon, la sexualité permet à l'être humain d'évoluer par le fait, premièrement, qu'il peut procréer. Procréant, il a la faculté, de par sa génétique, dans la même lignée familiale, de pouvoir revenir au niveau expérientiel, ce que, antiquement, ou ce qu'on appelle encore aujourd'hui, il a la faculté, la possibilité de pouvoir se réincarner. D'une part. D'autre part, les mécanismes de la relation sexuelle, normalement, pourraient permettre à l'être humain d'arriver à un degré d'évolution proche de l'être nouveau. Mais cette faculté, elle a servi à quelques rares personnes que l'on va appeler initiées dans l'Antiquité, et elle n'a presque pas eu la faculté de servir la collectivité au niveau humain. L'être humain n'est pas sur la planète Terre pour la quitter. Il est sur la planète Terre pour l'amener avec elle. Et on va revenir sur ce mécanisme. Au niveau sexuel, lorsque l'homme et la femme arrivent à un point appelé orgasme, si ces deux personnages ont une faculté d'arriver à empêcher l'éjaculation ou à empêcher l'ovulation au niveau de la femme, disons que le tantrisme sert beaucoup plus l'homme que la femme, mais il y a une possibilité d'arriver dans une relation sexuelle non procréative, à faire en sorte que l'énergie vitale, donc sexuelle, chez l'homme et chez la femme, puisse désintégrer totalement l'âme, totalement l'ego. Il faut comprendre, premièrement, que l'énergie vitale est de même nature que l'énergie supramentale.
Dans l'ancienne étymologie, on parle de l'énergie vitale sous l'appellation énergie éthérique, corps éthérique. On parle aussi de l'éther, on parle aussi de l'énergie supramentale sous étymologie éther. Le corps éthérique, l'énergie éthérique, est une énergie qui permet la constitution d'un corps ou d'une forme et qui permet aussi l'animation évolutive de cette forme. Donc, permet l'évolution évolutive des mémoires de la forme. Au niveau terrestre, le corps supramental, ou le corps éthérique plutôt, porte le nom de corps vital parce qu'il a été terrestrifié, il a été baissé en énergie, il a été densifié, et il permet la vie. Chez l'être ancien, dans l'Antiquité, le corps vital, à un moment donné, s'est subtilisé, il s'est divisé en deux pour pouvoir permettre de créer le centre laryngé, permettant à l'être animal de devenir l'être humain, donc lui donnant la parole, et permettant aussi à cet être de développer un cerveau. La moitié de cette énergie vitale devait servir à la procréation, engendrant par le fait même la sexualité chez l'homme, chez l'être humain, donnant l'homme et donnant la femme. Pour pouvoir s'engendrer, anciennement l'homme était hermaphrodite, donc il avait 100% d'énergie sexuelle chez lui, lui permettant de se reproduire sans passer par l'accouplement. L'accouplement permet à l'expérience de deux êtres vivants d'engendrer un troisième être vivant, donc permet d'améliorer l'enfant. Permet donc d'améliorer la race par la procréation sexuelle, et il a été nécessaire parce que l'énergie sexuelle a été divisée en deux, un au niveau cérébral et laryngé, l'autre au niveau sexuel. Et c'est pourquoi aussi, tant que l'enfant n'a pas suffisamment développé sa faculté de parole et sa faculté de raisonner, donc tant que l'enfant n'a pas fini la programmation de sa neurologie, il n'a pas la possibilité d'être sexué. Il a un corps sexué, mais il ne vit pas de sexualité comme l'être adulte va la vivre. À l'adolescence, l'ego prend possession de la sexualité, l'enfant cesse d'orchestrer sa programmation neuronique, et l'enfant normalement a un langage déjà développé. Alors, pour finaliser, le centre laryngé va terminer la mutation au niveau de la voix et la réorchestration psychologique, donc la mutation de l'enfant sans sexualité à l'adulte procréateur. Lorsque l'énergie vitale, de même ordre que l'énergie supramentale, celle qui amène l'intelligence spontanée, celle qui permet aussi l'amour intelligent, peut être focalisée, peut être rassemblée, peut être fusionnée à l'insu de l'ego. Et c'est d'ailleurs le travail de l'évolution de l'humain. Le seul handicap, c'est que l'ego, l'identification mémorielle, l'âme s'interpose continuellement entre l'intelligence spontanée et le fait de vivre dans une intelligence expérientielle, dans une intelligence mémorielle. Chaque fois que l'intelligence spontanée tente d'instruire énergétiquement l'homme, l'intelligence mémorielle, l'ego, essaie de transformer cette connaissance énergétique en connaissance mémorielle, donc elle essaie de vivre le contact avec l'énergie supramentale. Chaque fois que l'ego prend la place de l'énergie supramentale, il n'y a pas de contact authentique, réel et efficace. Il n'y a qu'illumination, flash, intuition, etc. Dans un mécanisme sexuel, si l'être humain arrive dans l'orgasme à ne pas émettre d'énergie vitale à l'extérieur, donc à ne pas avoir d'ovulation, donc lorsque la femme n'est pas fécondable, on pourrait dire, tenter une évolution par l'énergie sexuelle, et lorsque l'homme arrive à ne pas éjaculer, il y a donc possibilité il peut aussi tenter une évolution. Il faut bien comprendre que cette évolution, elle est permise seulement si elle est utile. Alors, tous ceux qui vont pratiquer ce genre d'expérience n'arriveront à rien si ils n'ont pas à arriver là. Lorsque l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, arrive à être suffisamment énergisée dans le corps vital, dans le corps physique de l'homme, celle-ci arrive à désintégrer, elle arrive à absorber l'ego. L'âme au complet devient vitale. Donc, elle fait involuer l'ego. Elle fait involuer l'âme, elle la vitalise. Donc, elle descend le degré vibratoire de l'âme au degré vibratoire du corps vital, permettant par le fait même à l'énergie mentale d'être totalement libérée de l'ego, remettant celui-ci entre les mains de l'énergie supramentale, qui va être capable de faire une fusion biologique, une fusion mentale à l'intérieur du corps de la personne, dans un extase sexuelle. Extase sexuelle qui devra durer
plus que les quelques secondes conventionnelles et qui ne devra pas être poursuivi en mémoire. Donc, n'ayant plus d'ego, il y a supramentalisation presque instantanée, il y a mutation instantanée et il y a évolution magistrale de l'être ancien qui va renaître de cette sexualité à un être nouveau. Le seul handicap, c'est que l'énergie supramentale descendant sans être ajustée par l'ajusteur psychologique, disons la relation illusoire ou la copie de l'ajusteur de pensée, risque de faire brûler le corps physique. Alors, on sait aussi que dans le tantrisme, on va dire que si l'être humain n'est pas pur, il risque d'en mourir. C'est un fait. D'ailleurs, tous ceux qui en sont morts ne sont pas restés pour en parler. Ce qui complique un peu l'instruction du fait que l'évolution par la sexualité est extrêmement dangereuse et par le fait même presque impossible. Donc, par la sexualité, l'être ancien peut se muter en être nouveau à la condition que dans l'orgasme, il n'y ait pas d'expression ni émotive. D'ailleurs, il n'y aura pas d'expression émotive pour la simple raison que l'ego va être vitalisé, donc digéré, absorbé par l'énergie vitale. La femme doit être dans une phase ovulaire et l'homme ne doit pas éjaculer, ce qui est extrêmement dangereux, surtout pour l'homme. Et lorsque l'homme arrive à cette phase, si la femme a suffisamment de travail, de conscientisation de fait, il y a possibilité que l'ego soit totalement résorbé au niveau du plan vital, ce qui va permettre au corps physique, au corps vital, d'aller épouser, d'aller se fusionner au corps mental et au corps supramental, parce qu'il n'y aura plus de corps égoïque. Il n'y aura plus d'amour, disons, dans le sens émotif, dans le sens sécuritaire et dans le sens procréatif, au niveau de cet acte initiatique du couple. Ce n'est pas à rechercher parce que plusieurs vont y laisser des plumes. Par contre, chez le couple nouveau, à un moment donné, il peut y avoir fusion, comme on l'a expliqué la semaine dernière, et réincarnation du vivant même de l'être humain. C'est-à-dire que vous restez vivant et vous êtes déjà réincarné. Il y a donc possibilité d'engendrer des êtres nouveaux, il y a possibilité de faire plusieurs choses par la sexualité, sauf que c'est du domaine de l'être transitif très avancé ou du domaine de l'être nouveau. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, plus tard, on va revenir sur une conférence qui ne regardera que cette sexualité et possiblement aussi qu'on pourra faire un séminaire intensif en regard avec cette faculté qu'a le corps physique, le corps vital, de faire résorber l'ego pour amener un contact supramental. Mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. On va y revenir plus tard. Personne qui voudrait savoir où situer la sexualité dans l'amour intelligent. La première forme intelligente de sexualité, cela va de soi, c'est la procréation. Alors l'homme, la femme ne feront plus d'actes sexuels seulement pour s'énergiser vitalement chez l'homme, astralement chez la femme, mais lorsqu'ils vont accomplir un acte sexuel, ce sera pour procréer. Procréer dans un cadre particulier pour permettre la possibilité d'une naissance d'un corps physique qui permettra un contact plus rapide au niveau supramental, c'est-à-dire d'un corps physique plus approprié à ce contact. Il va de soi que n'importe quel enfant qui va naître d'une mère et d'un père terrestre n'aura pas à la naissance ce contact supramental. Si on regarde même l'épopée de la vie du Nazaréen, il n'avait pas à la naissance le contact avec l'énergie supramentale, avec l'énergie bouddhique ou divine, donc il n'avait pas à la naissance le contact avec ce que lui appelait son père. Il l'a eu vers les 12 ans. Il l'a eu là où la puberté a commencé, là où il a pu commencer à devenir un homme, un adulte. Il a finalisé ce contact beaucoup plus tard et à un moment donné, il l'a suffisamment finalisé qu'il a commencé à parler, donc à se promener. L'autre mécanisme intelligent de la sexualité est lorsque vous avez suffisamment, et là il y a un danger minime, que vous allez finir de toute façon par surmonter, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois ou d'ici quelques dizaines d'années. Mais ce n'est pas un gros danger. Celui d'être capable de comprendre les besoins temporaires du corps vital de l'homme qui, lorsqu'il manque d'énergie, puise dans l'ego, donc donne une insécurité vibratoire à l'ego, obligeant donc l'homme à rechercher la vitalité de la femme, donc poussant l'homme à un acte sexuel. Et lorsque vous allez être suffisamment énergisé pour comprendre le besoin émotif de l'ego féminin,
Qui est prêt à donner de l'énergie vitale en échange de l'ego, en échange de la vibration rassurante, sécurisante, émotive de l'homme? Alors, ce qui fait que de temps en temps, l'être transitif est capable d'entrevoir le fait que biologiquement, physiquement, une relation sexuelle serait bon pour lui. Exactement comme s'il irait prendre un cornet ou un verre de bière ou aller voir un film. Alors, à un moment donné, l'être transitif passe par des plans de rechute, cosmiquement, on pourrait dire, par des temps de repos. Mais évidemment, l'être ancien appelle ça temps de rechute, mais ce sont des temps de repos où l'être évolue et s'énergise, conscientise, comprend, donc n'a plus besoin de développer l'abstinence, parce qu'il n'en a simplement pas le goût. Bon. Alors, il n'a pas besoin de faire comme un saint, il vit. Et à un moment donné, il a un temps de repos. Alors, tout ça crée des rechutes, apparemment. S'il a suffisamment d'énergie mentale, il va voir là une intelligence dans la relation sexuelle pour permettre un ajustement d'évolution. Alors, la femme, elle a besoin de repos. À un moment donné, elle descend en énergie. Alors, elle aurait besoin d'aller chercher de l'énergie chez quelqu'un, chez un homme, par exemple, au niveau émotif, au niveau affectif. Alors donc, même si elle se dit, « Oh oui, mais si je vais avoir une relation sexuelle, de toute façon, l'homme, je vais lui donner la relation sexuelle pour aller chercher quelque chose, mais en fin de compte, je gaspille un peu d'énergie vitale, je fais ceci, je fais cela. » C'est pas grave. La femme, elle doit être suffisamment énergisée pour dire, « Oui, mais présentement, je n'aurais besoin. » Une fois que j'aurai fait ça, après ça, je vais pouvoir l'oublier pendant un bout de temps. Il y a une raison mauditement intelligente de le faire, ajuster. L'homme va se dire, bon, ça y est, là, j'ai le goût d'avoir une relation sexuelle avec une femme. Là, du moment que j'en vois une, là, je commence à avoir des vibrations d'ordre physique et vital. Mais je sais très bien que, non, c'est pas ça l'idée pantoute. Tant que mon plan vital et mon plan physique, ou tant que chez la femme, son plan vital et son plan émotif ont besoin de cette relation, il y a intelligence qu'elle ait lieu. Il y a intelligence qu'elle ait lieu. Pour la simple raison que ce n'est pas du phénomène de la pensée de déterminer si on doit ou on ne doit pas. Le corps physique saura se régir, le corps vital saura se régir, et le corps astral saura se régir ainsi que le corps mental. Ça, c'est de l'amour intelligent, envers soi comme envers autrui. Sauf qu'on doit arriver, de temps en temps, à prendre conscience du phénomène manipulatoire de l'ego qui recherche dans la répétition d'un mécanisme comme la relation sexuelle, une recherche à sa sécurité et à son bien-être. Lorsque l'ego est prêt à démolir le corps physique et le corps vital pour cette recherche dans l'acte sexuel, il y a là un danger. Lorsque l'ego de la femme est prêt à démolir son corps physique et son corps vital, dans la recherche de l'affection au niveau de l'ego astral, il y a un danger. Lorsque ça fait un bout de temps, lorsqu'à un moment donné, on croit qu'il y aurait intelligence de le faire, de procéder, parce que chez soi, on a encore des parties qui vibrent d'une façon inécologique, on procède, c'est écologique. Mais lorsqu'à un moment donné, on n'en voit plus l'intelligence, mais on l'intellectualise, et c'est là le danger. Lorsqu'on va dire, bon, ben là, je n'ai besoin, fait que c'est quand même évolutif, ça va me calmer. Oui, mais s'il faut te calmer tous les heures, il y a un problème. Alors, ce qui fait que le danger, c'est cela. Chaque fois que le corps vital émet, rayonne, il doit absorber un peu dans l'énergie vitale de l'ego. Baissant les vibrations de l'ego, il obnubile sa faculté de créer une conscience illusoire. Autrement dit, il diminue l'état de conscience de l'ego. Diminuant l'état de conscience de l'ego se sent sécure parce qu'il voit moins. Et lorsque l'ego va vouloir revenir à son état de conscience après l'acte sexuel, le lendemain matin ou quelques heures après, il va devoir aller chercher de l'énergie quelque part. Soit au niveau mental, baissant votre faculté de raisonner, soit au niveau vital qui déjà est en pénurie suite à l'acte sexuel, donc fatiguant le corps physique et même le rendant à long terme ou à moyen terme malade. Alors il y a donc des
des ajustements à faire au niveau de la relation sexuelle, mais on ne doit pas penser qu'elle est évolutive comme elle a servi dans l'Antiquité chez certaines constitutions physiques, chez certains initiés et chez certains maîtres. La sexualité, c'est un contact au niveau de l'ego, du plan vital et du plan physique. Lorsque l'être nouveau a un contact sexuel, lorsque l'être nouveau accomplit un contact sexuel, c'est dans le but de procréer. Alors, comme disait François un jour où j'ai dit cela en conférence, j'espère que c'est pas pour tout de suite l'être nouveau. Bravo pour l'amour intelligent, mais comment en pratique réussir à passer cette frontière de l'amour humain à celui qui est universel? Comment peut-on réussir à briser ces notions acquises de l'amour, ces notions qui nous font souffrir sans perdre un certain équilibre psychologique? Bon. De toute façon, tous ceux qui ont assisté à la conférence ce soir sont déjà suffisamment énergisés pour que des transferts puissent se faire. Cela veut dire simplement que lorsque l'on comprend l'intelligence d'une chose, mais sans en avoir la vibration, l'énergie ou la volonté pour l'appliquer, à long terme ou à moyen terme, ça va s'appliquer tout seul. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de séminaire, il n'y a rien qui puisse prendre un être qui aime d'une façon humaine et transformer cet amour en amour intelligent. Si on programme, si on fait un lavage de cerveau chez cet être, on aura l'illusion qu'il exprime de l'amour intelligent. Mais n'importe quel être nouveau verra immédiatement et instantanément qu'il est programmé, qu'il n'a même plus de conscience de cet amour intelligent. Alors donc, il n'y a pas de moyen. On en parle ce soir pour préparer le terrain. On en parle ce soir, j'ai expliqué aussi, pour qu'énergétiquement, des choses soient placées. On en parle aussi pour vous permettre que lorsqu'à un moment donné, vous allez vibrer différemment, apparemment sans cœur, et qu'au fin fond de vous, vous allez respecter, mais sans exprimer d'une façon humaine l'amour, suite à cette conférence, l'ego va pouvoir dire, va pouvoir être rassuré et ne vous empêchera pas d'exprimer cet amour intelligent. À un moment donné, la personne, elle est seule, elle est dans un salon mortuaire et elle ne pleure pas, et l'ego va dire, suis-je fou? Suis-je folle? Suis-je tout à fait inhumain? Suis-je sans cœur? Et là, l'ego va essayer d'exprimer le pleur, d'essayer de s'assujettir à la collectivité, d'être normal. Une fois qu'on a entendu une conférence comme celle de ce soir, on va découvrir qu'effectivement, on respecte celui qui est mort ou celle qui est morte. Qu'on l'aime à un point tel qu'on ne peut pas pleurer. Parce qu'on ne peut plus pleurer pour soi, parce qu'elle est partie. Alors, ce qui fait que cette conférence, elle a surtout pour objectif, à court moyen terme, de vous faire comprendre ce qui va se passer chez vos enfants, chez vos voisins ou chez vous. Le temps seul fait que vous allez accumuler suffisamment d'énergie par compréhension mentale, par compréhension intellectuelle de prime abord, par bouleversement émotif ou par choc psychologique, que vous allez finir par passer ce stage d'homme ancien à être transitif et d'être transitif à être nouveau. Et de femme ancienne à être transitif et d'être transitif à être nouveau. Souvent, l'ego recherche le miracle. Parce que lorsque l'ego voit dans l'amour intelligent l'élimination des souffrances, l'ego ne voit pas non plus qu'il y a aussi l'élimination de l'ego. Parce qu'il n'y a pas d'amour intelligent avec un ego qui est sélectif et qui sélectionne. Il n'y en a pas. L'amour intelligent, c'est au-delà de la pensée. Donc, ça ne s'acquiert pas par intellectualisme, ça s'acquiert par énergie. Plusieurs parmi ceux qui viennent de temps en temps aux conférences savent qu'effectivement, la majorité de ce qui est transmis au niveau d'une conférence est énergétique. Ça ne se retient pas. Et de temps en temps, c'est frustrant pour l'ego, parce que la personne part et elle dit oui, c'était beau, mais comment appliquer? Je veux dire, tu sais, c'est ça.
Et c'est fait pour ça. La parole transmet l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Ça ne manipule pas, ça ne fait rien. Si c'est en affinité, en résonance vibratoire avec vous, avec votre conscience, ça va être intégré. Et ce n'est pas mon énergie. C'est une énergie intelligente. Et si ce n'est pas en résonance avec vous, ça ne fait rien. C'est drôlement plus intelligent que la parole, qui peut même transformer quelqu'un qui n'est pas en résonance. Ce que je ne fais pas ici. Alors donc, il n'y a pas de truc, il y a énergétiquement un degré potentiel d'arriver à l'émettre, et au niveau de l'ego, il y a instruction. Que lorsqu'un jour vous allez le vivre, que celui-ci doit le laisser vivre. C'est bien beau l'amour intelligent, c'est pas beau du tout. C'est inaccessible à l'homme ancien, c'est accessible à l'homme transitif, et c'est exprimé par l'homme nouveau. Même phénomène chez la femme. Alors on va dire, bon, alors il n'y a rien à faire avec ça. Ça ne change rien. Moi, ça ne me touche pas. Une personne qui dit, bon, ben, il n'y a rien à faire avec ça. Dans 2 ans d'ici, elle peut être une personne qui va aimer d'un amour intelligent. Qu'elle dise il n'y a rien à faire ou qu'elle dise il y a tout à faire, ça ne change rien. Ça ne regarde pas sa pensée. Ça fait partie de ce qui ne se pense pas. Ça fait partie de ce qui se vit. Chose est certaine, c'est que l'être humain est en phase de mutation. Et plus cela va changer, plus cela risque d'être traumatisant pour l'ego. Ça va être souffrant, pénible. Alors on va boire pour oublier. Alors on va jouer dans le sexe pour oublier. Alors on va écouter de la musique pour oublier. Alors on va voir des films pour oublier. Alors on va faire différentes choses pour oublier. Mais irrémédiablement, ça va se faire. L'homme va finir par comprendre. La femme va finir par comprendre. Et au fur et à mesure que l'être va comprendre, il va définir et il va comprendre que ce qu'il comprend n'est rien en regard de ce qu'il peut savoir. Et il va aussi comprendre que la compréhension doit faire place au savoir. Et lorsque l'être va savoir, l'ego qui comprend va disparaître. Il a été utile et il sera transmué en quelque chose de mieux. Mais en attendant, vous continuez ce que vous faites. Vous allez dans des chemins où vibratoirement vous êtes appelé. C'est là l'amour. Vous allez aux conférences où vous vous sentez en résonance. Vous n'y allez pas si vous ne vous sentez pas en résonance. Vous allez dans des séminaires où vous sentez une affinité ou une attraction. Vous n'y allez pas sinon. Vous allez dans des dogmes, dans des églises, dans des religions où vous vous sentez en résonance. Mais vous sortez lorsque vous n'avez plus de résonance. Et lorsque vous vous sentez coupable, c'est qu'on a instauré chez vous un plan de résonance qui ne va pas du tout avec votre résonance personnelle, mais qui permet la manipulation par la culpabilité. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec l'amour intelligent? Rien. Comme on n'a rien à foutre avec l'amour humain. Celui qui aime d'une façon humaine aimera d'une façon humaine. Celui qui doutera de la façon d'aimer doutera de la façon d'aimer. Et celui qui aimera d'une façon intelligente aimera d'une façon intelligente. Entre-temps, ce n'est pas question de choix, ce n'est pas question de discipline, c'est question d'énergie. Une personne qui dit ici, il me semble que ça doit être plate d'être en amour si on est neutre, sans émotion égale. Effectivement, il lui semble. Et c'est normal parce que lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, il nous semble toujours quelque chose. Il me semble que ça doit être intéressant de partir dans une navette spatiale. Il me semble que ça doit être intéressant de vivre dans un pays chaud. Il me semble bien des choses lorsqu'on ne connaît pas. Et surtout lorsqu'on a à se transformer, lorsqu'on a à changer. Alors le voleur va dire, il me semble que ça doit être plate en maudit de plus sentir le suspense du vol. Alors le meurtrier peut dire, il me semble que ça doit être plate en crime. Quand je tue, je vis, je sens quelque chose. Il y a un gars qui tue pas. La vie doit être plate en maudit. Moi, je vois un gars sur la rue, puis tu sais, il me voit pas. Ça me tente de tirer une roche par la tête. C'est plaisant, tu montes sur un building, tu laisses tomber des œufs à terre. Le gars qui fait pas ça, me semble. Ben oui. Mais celui qui le fait pas, ben il vit d'autres choses.
Puis lui avec, il lui semble que c'est ça. Mais l'être nouveau lui semble pas. C'est pas plate, c'est différent. C'est pas plate, c'est différent. Et lorsqu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir. Et parce que l'on pense, il nous semble. Si je dis que l'ego doit se transformer, l'ego va dire, un instant, là, si je me transforme, ça va être plate en maudit. C'est sûr. C'est évident. Parce que tu vas devoir mourir un petit peu pour renaître à quelque chose que tu ne connais pas. Il faut faire attention à ce qui nous semble. Parce que ça, c'est un piège pour vous empêcher d'aller. Vous savez, on vous dit, il y a tel party qui se donne telle place. Bon, il me semble, ça doit être plate, c'est juste des jeunes ou c'est juste des vieux. Allez-y. Et quand vous en sortirez, si vous avez réussi à le vivre et non pas à vous asseoir et à continuer à vous sembler, vous pourrez dire, ça a été plate ou ça a été intéressant. Semblez-vous pas avant. On regarde le titre d'un livre, semble être plate, ça. Sachez une chose, que celui qui semble que ça va être plate, c'est qu'il regarde d'une façon plate. Une personne qui dit ici, souvent je sors de mon énergie pour être écologique vis-à-vis des autres. Et si je reste dans mon énergie, j'ai l'impression de ne pas être écologique, donc je me donne la responsabilité de la santé psychologique des autres. Que faire pour rester dans mon énergie en m'ajustant? Pourquoi ai-je l'impression de gaspiller de l'énergie ou de ne pas être dans mon énergie? Tel que c'est écrit ici, la personne n'est pas nécessairement dans son énergie et ne comprend pas tout à fait ce qu'est être écologique. Pour être écologique vis-à-vis des autres, je sors de mon énergie. Et si je reste dans mon énergie, j'ai l'impression de ne pas être écologique, donc je me donne la responsabilité ou la mission de la santé psychologique des autres. Je détermine donc, si je poursuis la pensée écrite, je détermine donc la faculté qu'auront les autres à évoluer, à s'adapter et à s'améliorer. Et je leur interdis totalement la possibilité de s'ajuster eux, parce que moi je m'ajuste étant donné que je sais qu'eux ne pourront pas. De dire non à un enfant, ça va le faire pleurer. Alors si je décide que l'enfant ne pourra jamais évoluer, alors je lui dis oui. C'est ce qu'on fait avec un enfant handicapé. Et c'est ce qu'on fait aussi avec un enfant qui risque de mourir d'ici peu. On lui dit oui à tout. Parce qu'on s'imagine qu'il n'a plus la faculté ou qu'il n'a pas la faculté de s'améliorer. Selon le concept qu'on a de l'évolution et de l'amélioration. Il a 6 mois à vivre, alors en quoi bon l'évolution? Il est handicapé, alors. Ça, c'est de la pensée. Ce n'est pas d'écologie. Il est bien évident que si, à un moment donné, je me sens dans mon énergie à me promener à poil dans ma maison, et que ma maison, elle est envahie par mes enfants, mes adolescents, ma femme, ma belle-mère, et soudain, je décide carrément un jour, bang, je sors. Ils vont m'ajuster. Alors je vais dire, je vais être écologique. Il faut faire attention à quel genre d'ajustement l'on fait. Si l'on doit totalement se déformer pour ne pas risquer de choquer les autres, déménager. Mais encore là, c'est une stupidité. Alors on doit de plus en plus éduquer les autres à nous accepter tels que nous sommes. Mais une éducation, ce n'est pas d'une claque. Lorsque vous avez été à l'école, on ne vous a pas montré la trigonométrie en commençant à l'élémentaire. Alors soyez écologique. Éduquez les autres à vous accepter tels que vous êtes, après les avoir éduqués pendant moultes années, à vous accepter tels que vous n'étiez pas. Considérant que tous nous sommes des personnes en transition, peut-on considérer qu'il est normal dans un couple que chacun doit faire son cheminement indépendamment l'un de l'autre
sans que chacun ne se sente obligé d'aider l'autre à progresser plus vite. Comment faire réaliser à l'autre le respect de son rythme d'évolution propre, et ce, sans aucune intervention. Considérant que nous sommes des personnes transitives, si cette personne elle a un problème écologique avec quelqu'un qui se mêle de sa vie, c'est qu'elle le veut. Parce qu'elle commence déjà en considérant que nous sommes des personnes transitives. Elle n'est pas individuelle, elle est collective. Elle ne peut pas dire considérant que je suis, considérant que nous sommes. Donc, elle se noie dans une collectivité. Elle l'attire. De quelle façon arriver à faire en sorte que la personne avec qui nous restons ou que la personne avec qui nous cheminons nous foutre la paix dans notre évolution, malgré qu'elle-même évolue, c'est ce qui sans doute brise le plus de couples. Le fait qu'on aime l'autre. Alors lorsque j'évolue, je veux qu'elle évolue, ou je veux qu'il évolue. Lorsque je comprends, il faut qu'elle comprenne. C'est tellement beau, je convertis l'autre. Tandis que lorsque je ne comprends plus, lorsque ça ne va plus, alors là, je vais voir l'autre pour essayer de téter. Là, je dis à l'autre, ben oui, mais tu sais, arrête de penser à ça, là. Mais quand moi, ça me tente d'y penser, puis l'autre, ça ne tente pas, il faut que l'autre la pense avec. Alors, je vais encore chercher de l'énergie. C'est ce qui brise la majorité des couples qui, apparemment, de l'extérieur, font un cheminement de conscientisation ou d'amélioration. Je viens de découvrir la méditation transcendantale. Je rentre chez moi, il faut que ma femme et mes enfants en fassent, c'est bon. Je viens de découvrir la manipulation. Je suis manipulé par mes désirs émotifs. Je veux boire du vin, mais je n'en bois pas. Ma femme veut en boire et elle en boit. Alors non! Tu vois pas que tu te fais charrier, tu vois pas que tu te fais. Fous-y donc ton verre de vin dans le visage. C'est important, c'est ce qui brise la majorité des couples qui se conscientisent. On a l'impression que parce qu'on chemine ensemble, j'ai déjà dit que si on attachait deux oiseaux l'un à l'autre, malgré qu'ils aient 4 ailes, ne pourront pas voler. Parce que deux êtres cheminent ensemble. Ils doivent cheminer individuellement et librement. Ça démolit les enfants, ça démolit la femme, ça démolit l'homme. Je comprends, je vis quelque chose, l'autre, présentement, n'est pas dans cette énergie de compréhension, elle baisse en vibration, n'importe quoi, elle ne le vit pas, elle ne le comprend pas, c'est son affaire. Ce n'est pas la mienne. Mais parce que moi, je suis assujetti à ne pas être capable d'assumer seul mon amélioration, je crée l'idée de l'évolution dans le couple. C'est vrai et c'est faux. Alors, parce que je comprends, je ne peux pas m'assumer. Je ne peux pas assumer ce que je comprends, ce que je vis. Je dois forcer l'autre à le vivre parce qu'à deux, c'est vrai. Alors là, maintenant, je peux assumer parce que l'autre le vit. Et lorsque je descends, lorsque j'ai une dépression énergétique, je ne parle pas d'une dépression totale, mais lorsque je perds un peu en énergie, lorsque j'ai un down. Alors là, je ne veux pas qu'on me parle d'évolution, je vais encore chercher de l'énergie, je vais téter parce que je ne suis pas capable d'assumer mon propre bas énergétique. Lorsque moi, je vois ma femme dans un bas énergétique, je viens la voir et je lui dis, est-ce que je peux t'être utile? Il y a des possibilités qu'elle ne me réponde pas. Mais je sais que mon corps physique émet de l'énergie vitale et que l'énergie vitale peut être absorbée par l'ego et que lorsque l'ego a un bas, c'est qu'il ne sait plus où puiser de l'énergie. Alors je vais la toucher et elle se sent mieux. Je ne parle pas. Parce que la parole demande déjà un effort de l'ego pour arriver à intégrer. Parce que chaque fois qu'un mot rentre, il doit être placé au niveau mémoriel pour que l'ego sache qu'est-ce que ce mot veut dire.
On doit analyser l'intonation, la voix et tout au niveau égoïque à ce moment, et c'est dangereux. Alors je ne parle pas. Au lieu de passer par la parole qui devra demander à l'ego une perte d'énergie, je touche. Je frotte. Je masse. Je laisse libre. Je ne dis rien. Si elle n'a pas besoin de moi, elle va me dire « Oh, laisse-moi en paix. J'ai besoin d'être seul. » Je l'aime à un point tel que je lui permets d'être seul. Ce n'est pas de l'amour humain. Alors je dis « Très bien. Si tu as besoin, je suis là. » Je m'en vais. Lorsque je suis dans un bas, ma femme peut faire la même chose. Mais si elle est dans un bas et je vais la voir, voyons, qu'est-ce que t'as? Tu devrais te péper, tu ne veux pas te manipuler, tu te fais charrier, là, tu es dans un down parce que tu as des idées qui... Franchement, je suis dans un down, donc je ne peux plus rien comprendre. Fait que le cave avec ses idées. Rien à... Et vice-versa pour l'homme et pour la femme. Et lorsque je suis dans un haut, et là, je me sens bien. Ouais, moi, je me sens mal. Fait que veux-tu fermer ta maudite gueule? Je veux dire, moi, je me sens tout mal, puis l'autre, il est là, qui te barouille d'enthousiasme, qui vient me voir, puis il se sent bien, lui. C'est encore plus déprimant. Il y a un respect mutuel dans l'évolution du couple qui se doit. Ta femme ne comprend pas. Et après, toi, comprends-tu qu'elle peut ne pas comprendre? Ton mari ne comprend pas. Et puis après, toi, comprends-tu qu'il peut ne pas comprendre? Non. On est collectif. Alors on veut que tout le monde comprenne en même temps. C'est ce qui brise la majorité des couples qui sont en croissance ou qui sont déjà conçus. Ça va pas? Non. Dis plus rien, touche. L'autre veut rien savoir? Parfait. Il est en train d'apprendre à s'assumer. Merde, nuisez-le pas pour pouvoir l'aider. Je suis là si tu as besoin. Mais il y a un problème. C'est que la majorité des êtres anciens ou transitifs manipulent. Alors la personne, elle va dire, OK, va-t'en, si j'ai besoin, je vais te chercher. Et à un moment donné, elle va un petit peu mieux. Et là, il a besoin qu'on lui prouve qu'on l'aime. Alors elle va dire, je ne vais pas lui demander, oh, c'est pas nécessaire qu'il soit conscient, il devrait, s'il m'aime, voir que maintenant j'ai besoin. Fait que si l'autre vient pas comme un chien, à un moment donné, 2, 3, 4 heures après, il passe, la personne revient, mais elle va avoir quelque chose contre lui. Si tu m'aurais aimé, si tu m'aimerais, tu aurais vu qu'à un moment donné, il s'arrêtait le temps que tu viennes. Tu viens toujours quand je veux pas, mais tu viens jamais quand je veux. Alors moi, je dis, quand tu seras suffisamment intelligent pour le dire quand tu as besoin, et pour le dire quand tu n'as pas besoin, je serai là quand tu auras besoin, et je ne serai pas là quand tu n'auras pas besoin. C'est facile en maudit, hein? Oh, mais tu devrais le savoir! Non, si toi, tu n'es pas capable de le savoir à temps, demande pas moi de le savoir pour toi. Bye bye. La personne souffre. Puis à un moment donné, elle découvre qu'effectivement, quand elle a besoin d'aide, on vient. Quand elle n'a pas besoin, on va. Je parle du couple. Je ne parle pas du voisin ou de la sangsue d'énergie qui, à un moment donné, est toujours à votre porte. Il faut faire attention au niveau du couple, parce que bien souvent, croyant qu'on veut aider l'autre, on le nuit. C'est relié à l'amour de l'homme ancien et de la femme ancienne. L'évolution dans un couple se fait individuellement. Quand vous marchez, laissez l'autre. Tendez-lui une main. Si elle n'accepte pas la main, prenez-y pas le poignet. Une question là qui est tough en petit Jésus de plâtre. Veux-tu que je te la lise? Bon, ça y est, la publicité fait fureur. Je vais commencer par le commencement. Si j'ai bien saisi que par amour l'être ancien prolonge les souffrances des vieux et par contre favorise l'avortement, quand et comment l'être nouveau va éliminer le paradoxe entre permettre l'euthanasie et abolir l'avortement? Premièrement, l'être nouveau n'ira jamais empêcher l'euthanasie ou permettre l'euthanasie chez l'être ancien.
Et il n'ira pas non plus permettre ou empêcher l'avortement chez l'être ancien. L'être nouveau va fonctionner dans un monde d'êtres nouveaux. Alors, ce qui fait qu'entre êtres de conscience nouvelle, il n'y aura plus de ceci et de cela. Mais jamais l'être nouveau va s'interposer dans la conscience de l'être ancien, dans la société de l'être ancien ou dans la vie de l'être ancien. On va revenir sur ces mécanismes un peu plus tard, parce que plus vous allez entendre parler de la conscience nouvelle ou plus vous allez être énergisé, plus vous allez vous-même arriver à la construire, cette conscience nouvelle, vous allez poser des questions aussi bien définies que celles-ci. Et à un moment donné, vous allez aussi arriver à y répondre. Et entre nous, à ce moment-là, vous ne vivrez pas pour rien. Et on ne vous empêchera pas de naître après. Il y a tellement de questions que il y a tellement de réponses. Il faudrait faire un marathon là pour le peu de temps qu'il nous reste. Alors on va y aller, ok, vas-y, on va essayer. L'homme devenu son propre maître vit-il une très grande solitude? Si oui, l'aime-t-il? S'il l'aime, il ne vit pas de solitude. S'il ne l'aime pas, il en vit une. Quelle différence entre l'âme, l'ego, l'esprit, le subconscient? Bon, c'est une question qu'on répond d'une façon extrêmement explicite dans le séminaire que je donne sur l'être nouveau. L'expliquer ici, c'est trop rapide. L'âme, c'est le constituant, c'est comme un œuf. L'ego, c'est le jaune de l'œuf, la densification de toutes les mémoires expérientielles. Le subconscient fait partie de ce qu'on appelle les mémoires volatiles, choses qui peuvent disparaître avec le temps et choses qu'on peut aussi aller tripoter par l'hypnose, par exemple, et par le vécu quotidien. L'esprit n'a rien à voir avec l'âme. L'esprit est ce qui fait partie des plans extraterrestres, en l'occurrence l'énergie supramentale, l'énergie bouddhique et l'énergie divine, ce que le Nazaréen appelait les cieux. Tandis que le ciel, où vit l'âme, où vit le Dieu créé par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, le Dieu qui punit, le Dieu qui a des armées pour défendre, le Dieu qui a des commandements qu'on doit respecter sinon il est frustré, ce Dieu fait partie de ce que le Nazaréen appelait le ciel. Dans le ciel, il y a l'âme de l'homme. Et dans le ciel, l'âme vit immortellement. Mais dans le ciel, il y a une partie infernale, matérialisée dans le monde des morts. Dans le ciel, il y a une partie purgatorielle, où l'âme est digérée. Et dans le ciel, il y a une partie paradisiaque, où l'âme va finir sa digestion planétaire dans l'âme planétaire, donc dans le ciel, pour libérer l'esprit. Alors, évidemment, c'est quelque chose de gros parce que ça explique l'homme. Une personne qui, disons, dans le séminaire, s'est expliquée convenablement, parce que, premièrement, c'est déjà prévu, et deuxièmement, les personnes peuvent poser leurs questions au fur et à mesure où on avance. Sinon, il y a déjà 2 conférences que j'ai faites en ce qui regarde le rôle de l'âme et le rôle de l'ego. Si la personne veut, disons, avoir plus de renseignements. Où situer l'amour de nos anges gardiens, ajusteurs de pensée, qui sont voués qu'à ajuster nos pas? Comment qualifier leur amour? C'est un amour intelligent, c'est un amour écologique. Quand on n'en a plus besoin, ils disparaissent. Quand on en a besoin, ils sont là. Si on les écoute, ils s'en foutent. Si on ne les écoute pas, ils s'en foutent. Ah oui, ils vous aiment. Qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Il fallait commencer avec elle parce que c'est long. Alors, on va faire encore le marathon, puis on reviendra la semaine prochaine. Là, c'est pas une question, c'est une réponse. Je vais faire une conférence directe sur l'ajusteur de pensée. Ça va être peut-être plus... comme ça, tu pourras pas m'empêcher d'y répondre. Okay. Une personne qui dit « Je trouve que ce que vous dites sont les choses les plus intelligentes que j'ai entendues. Je trouve que vous n'êtes pas fou, mais d'une très grande intelligence et d'une humanité sans pareil. » Alors voilà, t'inquiète plus pour la question que tu as posée tout à l'heure. Là. On a répondu. On a vu la semaine dernière dans la conférence de ce qui ne se pense pas que ce qui est le plus important, c'est ce qui ne se dit pas. Est-ce la même chose au niveau de l'amour? Autrement dit, est-ce qu'on ferait mieux d'en parler, de le faire que d'en parler? Ça, c'est bien toi, ça. J'ai hésité quand même, tu vois, ça rentre petit à petit.
L'amour, c'est un contact. C'est une relation. Une relation qui a été suffisamment décrite ce soir. Elle se fait par contact physique, par contact vital, par contact psychologique. Donc, il peut se faire par contact oral. Dans le contact oral, je ne parle pas du sexe oral, je parle de la communication. Je dis ça pour que ça rentre plus. Vous avez entendu celle-là. Dans la parole, il y a de l'énergie vitale, il y a de l'énergie émotive, donc astrale, il peut y avoir de l'énergie mentale. Ça se parle lorsque ça doit être parlé. Ça ne se parle pas lorsque ça ne doit pas être parlé, mais ça se communique toujours. L'amour, ça se communique. Sauf qu'il y a deux choses. Elle est communiquée intégralement par n'importe qui, sauf qu'il y a aussi l'amour émotif qui tente à être communiqué. Mais il y a aussi la faculté de percevoir ce qui est communiqué. Et là, l'être humain fait fureur dans la déformation de ce qui est communiqué. Alors donc, même si on ne dit pas à quelqu'un « je t'aime », il est aimé, il est intégré dans l'amour universel. Mais lui va déformer et il aura besoin qu'on lui dise. Et même si on lui dit, ce ne sera pas assez. Il aura besoin qu'on lui prouve. Et même si on lui prouve, il va dire, c'est parce que je t'ai demandé que tu me le prouves, parce que si je ne te l'aurais pas demandé, tu ne l'aurais pas fait, donc ça me dit... Bref, ce n'est pas tellement chez l'être ancien la faculté d'exprimer qui manque. C'est la faculté de voir clairement ce qui est exprimé. Alors on peut parler, on peut toucher, on peut ne rien faire. De toute façon, l'amour intelligent, c'est quelque chose qui se rayonne. Il est perçu par l'être intelligent. Quelle est ta perception de Sœur Teresa et de Bhagwan Sri Rajneesh? Ça me regarde. Est-ce que Bhagwan Sri Rajneesh fait un travail comme le tien? Ça le regarde. Vous semblez insister sur le besoin des énergies féminines pour l'homme et vice-versa. L'amour gay peut-il être intelligent? L'amour gay a une forme d'intelligence, celle de combler les mécanismes manquants au niveau des plans psychologiques et des plans vitaux. Comme l'amour lesbien, alors, si on parle gay au niveau homme. Sauf qu'évidemment, il manque une partie de l'intelligence au niveau de la procréation, cela va de soi. Est-ce qu'une personne homosexuelle est bannie dans une évolution? Absolument pas. Elle aura les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, même si elle a une tangente énergétique des plans terrestres différente de la collectivité de la majorité, ça ne change rien. L'homosexuel va évoluer, peut se conscientiser, peut arriver aussi à devenir un être nouveau sans passer par l'hétérosexualité. Une chose qui est importante, c'est qu'il y a différents types d'homosexualité. Il y en a qui sont totalement, disons, démoniaques, involutifs, comme il y a de l'hétérosexualité totalement involutif. Et il y a aussi de l'homosexualité. L'homosexualité est souvent la transposition illusoire entre l'amour intelligent et l'amour ancien. C'est-à-dire que c'est une perception nouvelle de la forme d'amour qu'on essaie d'appliquer chez l'ego. Alors évidemment, elle se transpose d'une façon manquée, comme l'amour de l'homme normal, manqué. Alors ce qui fait que il n'y a pas de problème pour l'homosexualité au niveau de l'évolution. Lorsque l'homosexuel devient un être nouveau, il devient automatiquement hétérosexuel pour la simple raison qu'il en voit et qu'il est capable d'assumer ce qui lui manquait dans l'hétérosexualité ancienne. De même, l'hétérosexuel normal devient un hétérosexuel nouveau. Alors, il y a la même mutation sexuelle chez l'homosexuel comme chez l'hétérosexuel, parce que de toute façon, la sexualité chez l'être nouveau ne sera pas vue et vécue comme chez l'être ancien, homosexuel ou non. Alors, ce n'est pas un frein d'être homosexuel, ce n'est pas non plus un avancement, comme ce n'est pas nécessairement un frein d'être hétérosexuel, comme ce n'est pas non plus nécessairement un avancement. Pourquoi tant de divorces, tant de déchirements, alors qu'on peut tout avoir? On peut tout avoir, mais le problème, c'est qu'on veut tout avoir. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout avoir, parce que l'on veut tout avoir, et voulant tout avoir, on veut l'avoir tout de suite. Pourquoi tant de divorces? Parce que l'être humain s'aime d'un amour ancien. Lorsque ce que l'autre me rapporte, parce que j'aime ce qu'elle me rapporte, je n'aime pas ce que je n'aime pas elle, ou lui. Lorsqu'elle ne me rapporte plus ce que je veux, je ne l'aime plus.
Alors je vais donc essayer d'avoir ailleurs ce que j'ai besoin. On va parler d'amour. Tu ne m'apportes plus suffisamment d'amour. Bon, parlons d'amour, mais c'est le même phénomène. Alors à un moment donné, je couche avec un autre. Je vais chercher ailleurs ce que tu ne me rapportes pas. Et vice-versa. Que ce soit au niveau évolutif, au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau supramental, de quelque ordre que ce soit, parce que l'être humain vit un amour qu'il croit correct, en ayant une impression qu'il ne l'est pas, parce que l'être ancien vit un amour humain, il a donc la faculté d'être sélectif. Sa pensée aime, donc sa pensée sélectionne, donc plus il aura du vécu, plus le temps va passer, plus il va accumuler d'expérience, plus sa pensée va penser différemment. Alors il peut aussi arriver à aimer autre chose ou autre personne. On a déjà fait des conférences sur le couple dans l'ère nouvelle. Et j'ai déjà aussi tenté de faire une conférence sur le couple actuel. Et il se trouve que le couple ne veut rien savoir du couple actuel, il veut tout savoir du couple nouveau. C'est un gros problème. Vu que le temps passe, on pourra peut-être revenir à un autre moment donné à faire une conférence sur le couple ancien. Mais pour l'instant, les divorces sont causés par une irrésonance énergétique pour la simple raison que l'être aime d'une façon émotive, d'une façon ancienne. Ça ne peut pas amener à autre chose qu'à un divorce. Ou à, non pas un divorce, mais à des problèmes conjugaux. L'être humain peut-il refuser le contact avec son propre esprit? Mais l'être humain ne fait que ça. Est-ce que c'est parce qu'il conteste? Il ne fait que ça. Regardez ce qu'il arrive. Vous avez une expérience. Bon, la semaine prochaine, on va revenir sur le mensonge cosmique et sur le pourquoi de l'ignorance. Pourquoi l'homme ignore? Pourquoi en naissant, on ne sait pas d'où on vient? Pourquoi en mourant, on ne sait même pas d'où on va? Pourquoi en vivant, on ne sait même plus d'où on va et pourquoi on transforme ce qu'on a fait? Pourquoi on ne comprend pas les principes de simplicité et de facilité? Mais refuser le contact, contester le contact, pour l'instant, c'est normal. Parce que l'homme étant serti de mensonges cosmiques, parce que l'homme vivant dans un monde qu'il se crée, parce qu'il n'a pas la faculté de voir le monde, alors il crée le monde à partir de la parcelle de ce qu'il a perçu. Et c'est normal. À partir de ce qu'il perçoit, il tente d'expliquer le monde. Lorsque, dans son ego, par ses sens, qui sont les tentacules de l'ego, les sens physiques, il découvre, il touche, il sait. À un moment donné, quelque chose vient chez lui, se contacte avec l'esprit. Et l'esprit, lui, a une conscience universelle, conscience globale, conscience achevée, conscience même pas commencée. Lorsque l'esprit vient instruire, alors ce phénomène est perçu par l'ego comme le contact avec un autre sens, un sixième sens. Un sens différent. Un sens de surhomme, appelez ça ce que vous voulez, un sens surnaturel, qui est tout à fait naturel, mais inconnu de l'ego. Alors ce message vient et il est mélangé au message de l'ego. Lorsque vous touchez à quelque chose, l'information que vous en avez rentre dans vos mémoires et est analysée. Alors vous dites c'est un verre d'eau et l'eau est froide. Lorsque vous avez un contact avec l'esprit, l'information rentre et elle est aussi analysée, colorée donc par l'ego, qui veut absolument garder le contrôle qu'il croit avoir. Mais l'ego n'a aucun libre arbitre. L'homme est malade même s'il ne veut pas. L'homme ne gagne pas la loterie lorsqu'il veut. L'homme ne rencontre pas la femme ou la femme ne rencontre pas l'homme qu'il nécessairement désire. Vous n'avez pas tout ce que vous voulez parce que l'ego ne mène pas le jeu. L'ego n'est pas le maître du jeu, c'est l'esprit. Alors l'esprit pénètre, l'esprit prépare un chemin pour l'homme, un chemin facile où tout est compris. Mais l'ego, lui, lorsqu'il a le contact, il colore. J'ai le feeling d'aller par là, mais moi, personnellement, j'ai vu une fille rentrer là. C'est par là que je m'en vais. Alors, ce qui fait que l'ego conteste, le simple fait que l'ego a de l'expérience et de la mémoire, fait que l'ego ne peut pas entrer en contact pur avec l'intelligence spontanée, parce que cette spontanéité va être automatiquement tuée pour devenir expérience, pour être comparée à l'expérience mémorisée, et là, après ça, on se fait une idée. Alors donc, l'ego doit effectivement disparaître, mourir, pour que l'esprit puisse prendre sa place. Tant que cela n'est pas fait, l'ego va contester, parce que l'ego conteste sa mort. En soi, il fait bien, pour l'instant.
Quelles sont les phases d'installation de l'amour intelligent? Tu te penses intelligent, tu te penses fou, tu te retrouves intelligent. Ça, c'est les phases. Tu te penses intelligent, t'aimes le thème d'un amour humain. Tu te penses fou, t'es transitif, tu comprends plus rien pantoute. Parce qu'à travers ce que tu vis, il va être démoli les concepts de ce que tu as toujours pensé que c'était, à l'époque où tu te pensais intelligent. Et à un moment donné, quand tout ça est balayé, ben là, tu te retrouves dans ton intelligence, t'es en paix. Ça paraît comique, c'est vrai. Allez voir, à un moment donné, vous passez fou. Anormal. Vous allez être anormal, vous allez être fou. Pour les autres. Puis à un moment donné, vous allez savoir que peut-être que je suis fou, mais merde, j'ai raison. Je l'aime autant que l'autre, mais j'en souffre pas. Puis vous allez finir par traverser. Une personne qui a un conflit avec son environnement, elle dit pourquoi est-ce que je refuse d'accepter qu'on ne m'aime pas? Même les chiens. Elle s'approche, elle s'accroche, elle attend, je ne sais quoi, dit-elle. Elle attend que ce chien-là l'aime. Il n'y a rien qui se produit. Donne-y donc un steak. Bon steak. Il va se faire aller la queue, c'est comme les bonhommes. J'ai le temps que je parle. Ah, mais je place ça à la fin, je sais que ça va être censuré sur la cassette. Non, censure pas. Pourquoi est-ce que je refuse d'accepter qu'on ne m'aime? C'est parce que la personne n'est pas capable de s'assumer. La grande majorité des hommes et des femmes ne sont pas capables de s'assumer. Premièrement, ils ne sont pas capables d'assumer leur solitude. Ils s'ennuient. Deuxièmement, ils ne sont pas capables d'assumer leur dépression. Ils manquent d'énergie. Ils ne sont pas capables d'assumer ce manque d'énergie. Troisièmement, ils ne sont pas capables d'assumer leur évolution. Alors, ils recherchent à l'extérieur d'eux. Quatrièmement, ils ne sont pas capables d'assumer leurs problèmes psychologiques, donc d'assumer leurs propres énergies. Alors, ils vont rechercher qu'on leur en donne. Ils vont rechercher à être aimés. Ils ont besoin d'être aimés parce qu'ils ont besoin de se sentir utiles. Parce que cinquièmement, ils ne sont pas capables d'assumer ce savoir. Donc, ils ne sont pas capables de voir qu'ils sont utiles. Et l'ego a l'impression qu'il ne pourra pas survivre, qu'à un moment donné, il n'aura pas d'immortalité parce qu'il ne sert à rien. Alors donc, l'être humain a donc automatiquement besoin de se sentir utile. Pour se sentir utile, il doit se sentir aimé, parce qu'on aime ce qu'on a besoin. Chez l'homme ancien. Ce que vous avez besoin, vous l'aimez. Si on a besoin de moi, on va m'aimer. Si on n'a pas besoin de moi, on ne m'aime pas. Si on ne m'aime pas, on n'a pas besoin de moi. Si on ne m'aime pas, je suis donc inutile. Si je suis inutile, qu'est-ce que je fous? L'être, il est toujours aussi utile. Mais il n'a pas vu dans quel cadre il était utile. Il croit qu'il doit être utile aux autres. Absolument pas. Il doit être utile à la planète. Il doit être utile au cadre dans lequel il évolue. Et à un moment donné, la personne, elle va finir par être capable de s'assumer. Et elle va finir par sentir qu'à l'intérieur d'elle, il y a suffisamment d'amour pour qu'elle puisse elle-même s'aimer. Sans quémander à autrui. Et lorsqu'elle va être capable de s'aimer, faites confiance que le chien va venir la licher. N'importe quel être humain va venir la courir. Parce que lorsqu'un être ancien rencontre quelqu'un qui s'assume, il s'approche de lui parce qu'il veut prendre de son énergie. Daniel, le 5 et 6 avril prochain, tu donnes un séminaire sur l'être nouveau. C'est une fin de semaine intensive. Là, peux-tu nous en parler brièvement pour conclure? Alors, comme je disais un peu la semaine dernière, le 5 et 6 avril, c'est ça. Les personnes qui veulent arriver à travailler. On a différentes questions. De temps en temps, on dit comment ceci, pourquoi cela.